Nous sommes le 4 Iyar, nous allons étudier le Daf P dans Masechet Ktubot et nous reprenons au Daf Ayin Tet Amud Bet, au début de la Mishnah, 6 lignes avant la fin. Hamotzi, Hotsaot, Anir Seishto, Hotzi Arbe Vachal Kim'a, Kim'a Vachal Arbe. Un homme qui a dépensé de l'argent pour les Nir Semilog. Donc les Nir Semilog, c'est les fameux biens que la femme apporte avec elle dans le mariage, dont le mari profite de l'usufruit pendant le mariage. Et donc l'homme a dû dépenser de l'argent pour ses biens. Donc c'est on va dire un terrain ou n'importe quelle chose immobilière. Il a fait des travaux, il a investi en pensant avoir en retour des pérotes. Sauf qu'avant de récupérer un peu d'argent avec l'usufruit de ces mêmes biens, eh bien, il a divorcé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors dans ce cas-là, on a dit quoi? Machi otsi, hotsi, ou machachal achal. Eh bien écoute, tant pis. Ce qu'il a dépensé, il l'a dépensé. Ce qu'il a reçu comme argent, tant mieux. Donc s'il a dépensé, il a mis 20 000 euros de travaux pour la maison et que finalement il n'a eu le temps de récupérer que 3 000 euros de rente de loyer et qu'après ils ont divorcé, eh bien tant pis pour lui, il a dépensé plus que ce qu'il a reçu. Simplement, otsi velo achal, dans le cas où il a vraiment dépensé mais qu'il n'a pas encore consommé, la Gemara essaie de définir ce que l'on appelle rien, eh bien ishava kama otsi veitol. Donc l'homme qui a fait les travaux dans une maison pour la louer, fait 20 000 euros de travaux, et avant même que la maison soit mise en location, donc qu'il récupère un seul loyer, eh bien, il divorce. À ce moment-là, on lui rendra tout l'argent qu'il a dépensé avec certaines conditions qu'on verra dans la Gemara. Quand la Gemara dit « Kama kima », combien c'est un peu? Kima, on a dit, c'est le peu qui permet de dire que ça y est, l'homme, il a déjà touché un peu de l'usufruit. Une fois qu'il a touché l'usufruit, quelle que soit la quantité, une fois qu'il a touché un peu de l'usufruit, c'est fini. On considère qu'il a fait son affaire ou pas, même s'il a dépensé plus que ce qu'il a touché, il ne peut plus réclamer de récupérer son investissement. Amar Rabbi Yassi, afilo grogeret achat, vevou shachala derer kavod. Nous dit Rabbi Yassi, même manger une figue, grogeret c'est une figue sèche, même manger une figue sèche d'un terrain, c'est déjà considéré comme étant l'usufruit, le profit du terrain. Donc lui, il investit des semences, des trucs, des machins, l'arrosage et tout, et à la fin, il mange une date, et bien c'est fini, on considère qu'il a fait son affaire. Alors, nous précise ici Rabbi Yassi qu'il a mangé derrière kavod. C'est pas qu'il était sur le champ, il a pris une date et il a mangé, c'est qu'il a pris c'est la date du champ, on l'a fait sécher, et après un jour, on lui a porté à table, en tant que dessert, une date comme ça, faite maison de son propre champ, et ça, c'est derrière kavod. Amar Rabbi Abba Amar Bera. Rabbi Abba, il dit qu'on disait au Betamirash, afilou, shigra de tamré, il dit même une sorte de purée de dattes. De dattes. Donc ici, les dattes ne sont même pas sous la forme, sous une belle forme, mais même cette purée de dattes est considérée comme étant suffisante, comme étant un profit qui justifie que l'homme ne peut pas récupérer son investissement. Baï Rabbi pose une question. Rouvtsa de tamré, maï. Des restes de dattes. Donc, pour faire du shechar, pour faire des alcools de dattes, il faut écraser les dattes et le résidu des dattes après distillation et après tout ce qui est nécessaire pour faire un alcool, eh bien ce reste-là n'est pas très crachou. Mais est-ce que s'il mange ce reste-là, il est considéré comme ayant profité? C'est une question. Tekou, la Gemara ne répond pas. Maintenant, la Gemara pose une autre question. L'ochala der kavod mai. On a donné la quantité qui était considérée comme étant un profit à partir du moment où il la mange der kavod de manière respectable, on va dire. Eh bien, dans le cas où il la mange comme ça, il grignote, la quantité devient différente. Mais c'est combien cette quantité? Maroula, Pligibatre Amorae Bemarava. C'est une marloquette Amoraïm en Eretz Israël. Chadamar Bekeissa, Chadamar Bekedina. Est-ce que c'est la taille d'un Issa ou la taille d'un dinar pour la quantité de dattes qui, lorsqu'elle n'est pas mangée de manière respectable, eh bien, elle est considérée comme un profit. Donc, encore une fois, on a deux choses. S'il la mange sur une table, comme un dessert, quelque chose qui est apporté comme étant quelque chose de respectable, à ce moment-là, c'est une seule figue. Mais si il la mange comme ça, n'importe comment, eh bien, c'est marloquette. Est-ce que c'est la quantité d'un issa ou la quantité d'un dinar? Amar, Amre Dani Pumpedita. Pumpedita, les Dalim disaient Avad Rav Yehuda Ouvda, Bechaviles Morot. Qu'un jour, Rav Yehuda, il a fait la même chose
avec Ramilis Morot, avec des branchages d'un champ. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'un homme qui avait utilisé un peu de branchage du champ, eh bien, il a considéré que c'était déjà un profit. Imaginons que ce soit un verger avec des fruits. Normalement, on a tendance à considérer que l'usufruit, le profit d'un champ, c'est sa récolte. Non, mais c'est la récolte, ce sont les fruits. Là, ici, c'est un homme qui n'a pas touché aux fruits, mais en attendant, il a donné un peu à manger aux bêtes avec les bois qu'il y avait un peu sur le terrain. Et bien, Rav Yehuda, il a considéré que c'était déjà un profit. Et donc, il ne peut pas dire non, non, mais j'ai investi 10 000 euros que je n'ai pas récupéré. D'ici, tu as récupéré, tu as donné à manger à tes bêtes avec le branchage. Rav Yehuda, l'état amé. L'Agma nous dit que Rav Yehuda, il va selon sa shita, son avis habituel. Damar Rav Yehuda nous dit Achala, orla, shveit, kil haïm. Vous savez que pour pouvoir être indiscutable sur un terrain, un homme qui achète un terrain, pendant 3 ans, il doit garder le document qui prouve qu'il l'a acheté. Au bout de 3 ans, mais 3 ans de chazaka, ça fait 3 ans qu'il est sur le champ et qu'il consomme les récoltes. S'il a eu 3 récoltes qu'il a consommées, eh bien il y a chazaka avec des témoins. Et au bout de 3 ans, il suffit qu'il apporte des témoins. Plus personne ne peut le sortir du terrain parce qu'il a perdu son document. Il peut perdre son document et justifier sa propriété par la preuve, par des témoins, qu'il a consommé pendant 3 ans. Maintenant, l'Agma nous dit, au nom de Rav Yehuda, que si une des années qu'il a consommé, eh bien c'est une année de Orla, où on ne peut pas consommer les fruits. Shveit, Shemitah, on ne peut pas consommer les fruits. Kil Haïm, il y a eu un mélange de semences qui fait qu'on ne peut pas non plus manger. Dans ces cas-là, est-ce que s'il a utilisé les zmorot, il a utilisé justement les branchages qui sont eux permis, est-ce que dans ce cas-là, on considère qu'il a consommé la récolte ou pas? Et bien Rav Yehuda nous dit que Arezo Chazaka, c'est une Chazaka, donc on considère qu'un homme qui a même un verger et qui, pendant les 3 ans, a consommé, mais une année sur les 3, il n'a pas consommé la récolte, il n'a fait qu'utiliser les branchages et les feuillages pour nourrir ses animaux, eh bien certains vont te dire mais non, mais il n'a pas consommé parce que l'essentiel c'est la récolte. Et ici Rav Yehuda nous dit que oui, donc de là on voit que le fait d'utiliser les branchages est considéré comme une consommation de la récolte, et donc c'est aussi la raison pour laquelle un homme qui investit et qui en retour ne touche pas aux fruits mais a profité des feuillages et branchages pour nourrir ses animaux est considéré comme ayant consommé une partie de la récolte et donc ne peut pas réclamer après le divorce de retrouver son investissement. Amar Rav Yaakov Amar Rav Chizda motzi otzaot al nirse ishto ktana kimotzi al nirse acher dame. Exception en fait. On a dit de manière générale que lorsqu'un homme investit, même plus, 10 000 euros, et qu'à la fin il récupère en usufruit, même 100 euros, 10 euros, et bien on considère que ce qu'il a dépensé, il l'a dépensé, et ce qu'il a reçu, tant pis s'il est perdant. Maintenant, on nous dit la Gemara, on aura prise d'un cas où il épouse une ktana mineure, mais pas n'importe quelle ktana, une ktana qui peut divorcer. Une ktana, lorsqu'elle est donnée en mariage par son père, c'est un vrai mariage minatora. Lorsqu'elle est donnée en mariage par son frère ou par sa mère, parce que son père est décédé, eh bien, c'est un mariage qui n'est que des rabbanan, et donc on laisse, c'est un mariage qui est fait pour arranger la fille, parce qu'à l'époque, les filles se mariaient jeunes. Alors, si la fille, elle, ça ne l'arrange pas, parce qu'elle se rend compte à 12 ans que son mari n'est pas celui qu'elle voudrait, eh bien, elle peut divorcer. Et dans ces cas-là, on dira Frisda, lorsque l'homme épouse une femme qui est ktana, mais qui sait que cette femme-là, à 12 ans, pourrait éventuellement divorcer, dans ce cas-là, on n'applique pas ce principe de dire que ce qu'il dépense, il dépense, et ce qu'il reçoit, il reçoit. Non, s'il y a un divorce, on rend tout. Il rend ce qu'il a dépensé, on lui rend ce qu'il a dépensé, et il rend ce qu'il a touché. Maïtama. Pourquoi, dans un cas d'un mariage pareil, on ne dit pas comme d'habitude que bon, ce qui a été fait est fait. Abdou Barabanan Takanta, Kiri Delo Nisidhu. Nous dit l'Agmara que Rabbanan, ils ont fait une takana pour éviter qu'il y ait ici des pertes. C'est-à-dire que l'homme fasse perdre les biens. Pourquoi? Parce que lorsque un homme sait qu'à la limite, en général, sa femme, elle va rester avec lui, et que s'il doit y avoir un divorce, ça vient de lui, eh bien le type, il espère que ça va durer, il pense que ça va durer, et donc du coup, il s'occupe bien des champs. Et il dit, c'est pas grave si j'investis, pourquoi? Qu'aujourd'hui, j'investis 10 000, mais comme ma femme ne peut pas divorcer quand elle veut, eh bien, a priori, je pense rester marié avec elle plusieurs années, et sur les plusieurs années, je pourrais retrouver mon investissement. Ici, le problème, c'est quoi? C'est que le type, il épouse la femme. Alors, à l'époque, quand il épousait pas quand elle avait 4 ans.
Donc la fille, il devait l'épouser à 10-11 ans, un peu avant qu'elle soit majeure. Donc il avait 1 an ou 2 avant le moment où la femme pouvait annuler. Eh bien, on a peur qu'à ce moment-là, dans l'année qui précède, ou dans les 2 années qui précèdent, pourquoi le type va investir 10, 20 000 dans une récolte, alors qu'il sait que si ça se trouve dans 6 mois ou dans 1 an, lorsqu'elle aura 12 ans, elle va annuler, et lui se retrouvera avec un investissement donné, et de l'autre côté, il n'aura à peine commencé à récupérer un peu de son argent. Imaginez qu'il donne 20 000 euros pour une récolte, ou 10 000 euros pour investir dans une récolte, et qu'il commence à récolter, et qu'au bout de quelques fruits qu'il récolte, quelques gains qu'il a, elle finit par annuler. Donc du coup, on a eu peur qu'à cause de cela, les maris qui épousent des filles comme ça, par crainte de perdre de l'argent, n'investissent pas. Et voilà, je laisse le champ. Je laisse le champ, je ne veux pas investir. Et donc le champ, finalement, il va s'abîmer, les récoltes vont s'abîmer. Et donc c'est pour ça qu'on a dit non. Dans ce cas-là, comme le mariage peut être annulé, eh bien, l'homme pourra récupérer son investissement. Haït et Adena Floular, Bame Azouzé Chosae, il y a une femme qui a reçu un héritage de 400 zouz dans une ville qui est très loin, qui est Chosae, c'est un endroit qui est Chosae, c'est un endroit qui était très loin. Azil Gavra, à Pichit Mea. Alors elle a envoyé son mari récupérer l'argent. Simplement, le voyage lui a coûté 50% de plus que l'héritage. Donc il est parti récupérer 400, mais au final, le voyage lui a coûté 600. Bon, soit il y a un manque de chorma ici, soit c'était pas prévu. En tout cas, Aïter, donc il est revenu avec les 400 zouz, il avait déjà perdu 200 au passage. Et à un moment donné, il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent parce qu'il avait déjà dépensé 600 de sa poche. Il avait besoin d'argent. Et il a pris du coup un des 400 zouz. Donc il est parti chercher l'héritage de sa femme, les 400 zouz. Et il a grignoté un zouz sur les 400. Atalekame de Rabbi Ami, Amarle, Mashi Otsi Otsi ou Mashi Achal Achal. Quand tu vois Rabbi Ami, il lui a dit Rabbi Ami, oh là c'est dommage que tu aies mangé, que tu aies consommé ce zouz. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu as dépensé 600 et tu n'avais pas touché. Tu n'avais rien pris, tu avais pris l'argent pour ta femme. Tu aurais pu récupérer tes 600 éventuellement. Mais là, tu as, enfin 600 on verra ensuite peut-être 400, mais en tout cas, hein, ici tu as dépensé, tu as consommé un zouz, et bien le fait que tu aies consommé, c'est fini. Amroulé Rabbanan Rabbi Ami, Rabbanan ont objecté Rabbi Ami. Yane milech avec achid pera, achakana kachid votsai. Rabbanan lui dit mais c'est pas vrai. C'est quoi l'idée? On a dit que lorsqu'un homme investit pour les nirsémilogues, lorsqu'il touche quoi? Il touche l'usufruit, le profit. À ce moment-là, quand il touche le profit qui lui est dû, eh bien à ce moment-là, on considère que c'est un investissement et qu'il ne peut pas récupérer. Mais là, ici, il n'a pas touché les pérotes. C'est pas qu'il a pris les 400 zouz de la femme, qu'il les a mis en bourse et qu'il a récupéré de l'argent avec, ou qu'il les a prêtés, qu'il a récupéré un intérêt avec un non-juif. C'est quoi? C'est un cas où il a consommé l'argent lui-même. Or, l'argent, c'est le keren, c'est le capital. Donc en fait, en consommant le capital, il a emprunté à la femme l'argent qu'il doit lui donner, mais il n'a pas touché à l'usufruit. Donc Rabbanan lui dit, mais attends, il n'a pas touché à l'usufruit. Il a emprunté sur le keren. C'est différent. Imken, avait la hotsi, velocha, ishava kama hotsi veitol. Et ben du coup, il a dit, voilà, effectivement, dans ce cas-là, vous avez raison, il faut qu'il jure, comme ce qui est marqué dans la Mishnah, celui qui a dépensé mais qui n'a rien touché, il jurera et il prendra, même si ici, ça a l'air d'être encore une fois que Itol, Ishava Kama aussi, il jurera combien il a dépensé, Veitol, et il va recevoir comme s'il recevait tout, vous allez voir dans la suite que c'est pas évident. Parce que tout de suite, regardez, il y a une Gemara sur la Mishnah qui dit justement, Otsi veloachal, Ishava Kama Otsi Veitol, marqué dans la Mishnah que il jure et il reçoit ce qu'il a dépensé. Amar Rabbi Yassi nous dit, Veu Shevar Keneged Otsa. Il nous dit à condition que le profit que les biens donnent soit égal à la dépense. Alors, il m'a dit, les maïcheta, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi l'incidence à l'Afrique? Amar Abaye, Sheimaya Shevar Yater Alotsaa, Notel Alotsaa, et Otsaa, Belo Shua. Abaye propose au départ, première réponse, de dire que lorsque le profit que les biens rapporteraient, lui il n'a rien touché encore une fois. Il a, imaginez encore une fois, il a investi 10 000 euros. Il a investi 10 000 euros et avant même que la récolte commence, il divorce et la femme fait la récolte et elle récupère 20 000 euros. Donc ici le shevar, le profit de la récolte, il est plus important que l'investissement. La terre à l'otsa'a, notel est à otsa'a, belo shvura. Dans ce cas-là, eh bien, il pourrait récupérer ces 10 000 sans jurer.
Et donc, quand est-ce qu'il faudrait jurer? Lorsque c'est égal. Amalé Rava, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il devrait jurer? Lorsque, en demandant son investissement, il enlève tout le profit à la femme. Amalé Rava Rava objecte. Imken, Ati, les Haroumé. Il dit, mais si c'est ça, les types, ça va les pousser à être malhonnêtes. Pourquoi? Si le bonhomme, il sait que tant que ce qu'il réclame est inférieur au profit que la femme va avoir, oui, c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se renseigner, il va dire, bon, combien elle a touché pour la récolte? Elle a touché 100 000? Bon, super, 100 000. Alors, il va arriver au Bénin, voilà, j'ai investi 99 999. Voilà. Donc du coup, comme c'est moins, j'ai pas besoin de jurer. Donc il va s'en sortir comme ça. Si elle a gagné 1 million, il va dire que c'est 999 000. Le fait de lui faciliter, de ne pas le faire jurer en fonction d'une valeur qui est relative, ça va pousser les gens à être malhonnêtes. Donc du coup, Rava objecte. Et la Marava, Rava donne une autre réponse. Chez Imaïta Otsa Yetera la Shevach, et Noïla Otsa Ashur Shevach ou Bishua, lorsqu'on a dit que la condition c'était que le profit était égal, eh bien, ça vient dire justement que quoi? Que lorsque la femme a fait une récolte, on a dit de 20 000, et que lui n'a rien touché, et qu'il a investi, quel que soit son investissement, il pourra le retoucher, s'il jure, mais à condition, encore une fois, qu'il ne touche pas plus que le profit. C'est-à-dire que si la femme a une récolte qui lui a rapporté 20 000, et que lui a investi 30 000, même en jurant, il ne pourra pas récupérer les 30 000. Il ne pourra pas récupérer, même avec un serment, il ne pourra pas jurer plus que ce que la femme va toucher de l'autre côté en tant que profit. Et c'est ça. Et du coup, voilà, ça remet un peu en cause ce qu'on a dit au-dessus, parce que dans le cas au-dessus, le type avait dépensé 600 pour un héritage de 400, et on avait l'impression qu'à la fin, Rabbi Ami lui avait dit, écoute, jure et tu prends ce que tu as dépensé. C'est une question d'Aïshoni. Maëléo, Baal Shori Darissin Tartav, Mahu, Baal, à Marie. Vous savez que très souvent à l'époque, les champs étaient, comment dire, étaient travaillés par des harissim. Haris, c'était une sorte comment dire, de vassal à l'époque des seigneurs et des vassaux. Le vassal, c'était ceux qui travaillaient sur la terre. Le seigneur était propriétaire de la terre et le vassal, il travaillait et touchait une partie de la récolte. Le haris, c'est la même chose. Donc, on a un propriétaire et on fait travailler quelqu'un dessus. Simplement, le type, il vit dessus, il travaille et en fait, il prend l'essentiel. Et moi, propriétaire qui n'ai pas le temps, la capacité de m'en occuper, je prends un chélek, une partie, on fait un partage. Maintenant, lorsque le mari a mis un haris, donc quand je mets un haris, donc je fais travailler quelqu'un dessus. Maintenant, quand je fais travailler septembre, octobre, novembre, décembre, le type, je ne le paye pas. Pourquoi? Comment il sera payé? Il sera payé au moment de la récolte. Il touchera une partie grande et moi, je toucherai une partie plus petite mais conséquente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si la personne s'est mariée, le mari a mis le champ en harissout, donc il s'est marié au mois de septembre, il a mis le champ en haris, le haris il travaille septembre, ainsi de suite, et en pensant récupérer son bien, et juste avant la récolte, divorce. Qui doit payer le haris? Est-ce qu'on part du principe que le haris, il s'est engagé avec le mari, c'est le mari qui l'a engagé, donc c'est au mari de lui donner un pourcentage équivalent à la récolte? Ou est-ce que le haris, il s'est engagé avec qui? Avec la terre, avec l'endroit. Il a travaillé sur une terre, et le travail sur cette terre lui donne le droit de prendre une partie. Et il y a un peu de ça en général dans le haris. Pourquoi? Parce que si le haris, à la fin de la récolte, elle est très mauvaise, eh bien, il ne touche pas beaucoup. Si la récolte, elle est très bonne, il touche beaucoup. Donc la question ici, c'est dans le contrat avec le mari, avec qui s'est engagé. Mahou, Adata de Baal Nachit, est-ce qu'il est descendu sur la terre? Est-ce qu'il est venu s'installer pour le mari? Vistalik le Baal, Istelikolu. Et à partir du moment où le mari est parti, eh bien, il est plus lié à la terre, il est lié au mari. Odilma, Adata de Aranachit, Arakikaime, Larisekaima. Ou sinon, je pars du principe que non, il est venu pour la terre. Et à ce moment-là, il a le droit de toucher la partie de la récolte. Matkifla, la Gemara objecte sur la question. Rava, Barav Hanan, Maishna Mayorel et Tor, c'était Chavero Unta'a, Shelo Birshut, Shamilno, Veyado à la Tartona. Il dit, mais je comprends pas, c'est évident, pas de question, puisqu'on a un cas. Imaginez quelqu'un qui a un champ. Et ce champ, il ne s'en occupe pas. Il y a un type qui vient maintenant, sans demander l'avis au propriétaire, il va sur le champ qui est abandonné, il le travaille, il le laboure, il sème, donc il fait des dépenses et il travaille. Et à la fin, une fois qu'il y a une récolte qui appartient donc au bonhomme, il dit, écoute, va, t'es bien content ce champ-là, tu le laissais, maintenant tu as récupéré de l'argent. Eh bien, paye-moi le travail et l'investissement que j'ai mis. Et donc du coup, la Gemara dit, ça doit être pareil.
ici, quoi qu'il arrive, le haris, qu'il est indigne de haris par rapport au terrain. Soit il s'est engagé par rapport au terrain, et donc le fait que le couple soit divorcé, ça ne change strictement rien pour lui. Mais pourquoi tu proposes à un moment donné de dire que non, puisqu'il est engagé avec le mari, et bien du coup, il n'y a plus de harisout, et donc du coup, il n'a plus de rapport avec la terre, et donc du coup, ça devient compliqué, il ne touche pas. Tu vois bien que même un étranger qui ne s'est jamais engagé, lorsqu'il y a eu un travail, il doit à la fin récupérer quelque chose. À la différence que dans le cas, euh, du Yored, celui qui va travailler un champ d'un type qui ne s'en occupe pas, le type ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que moi, je viens sur un champ abandonné, je travaille, je fais rapporter 20 000 euros à aux personnes, je vais voir, j'écoute, voilà, j'ai travaillé pour 2 000 euros, donne-moi mes 2 000 euros. Le type ne peut pas me dire non, non, mais t'inquiète pas, tu sais, sans toi, je l'aurais fait. Il ne peut pas dire ça, pourquoi est-ce que le terrain était abandonné? Alors que la femme peut très bien dire attends, pourquoi veux-tu que je te donne à toi le haris que tu as travaillé? Tu sais, mon mari, si tu n'avais pas engagé, il aurait été obligé de travailler lui-même. Donc ce terrain-là, il me rapporte 20 000. Tu veux que toi, je te donne 2 000 de salaire? Mais je ne suis pas d'accord. Moi, je n'ai pas d'accord que mon mari fasse travailler quelqu'un dessus. J'aurais préféré qu'il mette personne, qui travaille lui-même. Et à ce moment-là, j'aurais récupéré les 20 000. Donc ces 2 000-là n'étaient pas obligatoires. Celui qui peut réclamer, celui qui vient, il dit voilà, ton terrain, il n'était pas utilisé. Donc vraiment, les 20 000 que tu as gagnés, c'est grâce à moi. Donne-moi mes 2 000. Mais la femme peut dire pas du tout. La Khaïka Barletarach, le mari se serait occupé du champ s'il n'avait pas trouvé de haris. Et donc la femme n'aurait pas eu d'investissement. Donc la femme on n'a pas à réclamer à la femme de payer. Donc c'est ça la zvara. Maya ve'ala. Donc du coup, maintenant qu'on a expliqué pourquoi il y a deux possibilités, alors c'est quoi la halakha? Amar Avuna Bere de Rav Yoshua, le fils de Rav Yoshua nous dit Chazinan i ba'al haris hu istalak la ba'al istalkulehu i ba'al la varisu ar'a larise kaima. Ça va dépendre justement si le mari est haris. Si le mari lui-même il a la main verte. Si le mari il a la main verte, la femme peut dire écoute, si c'était pas toi, ça aurait été lui. Donc j'aurais pas perdu ces 2 000 euros. Donc laisse-moi tranquille, je garde ma récolte et tu te débrouilles avec lui. Ou sinon, si par contre le mari n'était pas haris, la femme savait très bien que si c'était pas cette personne-là qu'il fallait faire travailler, ça aurait été un autre, et donc du coup elle n'a pas tana. Nouvelle question dans l'agma. Vous savez qu'on a dit que lorsque la femme arrive avec des biens, des terrains, l'homme profite de l'usufruit de la récolte ou des rentes, des loyers. Maintenant, est-ce que le mari a le droit de vendre ce droit à l'usufruit? Donc la femme arrive avec un terrain. On sait très bien que le terrain appartient à la femme. Donc le mari peut monter, descendre, il ne peut pas vendre le terrain, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il peut vendre son droit à l'usufruit? Donc il a un terrain, le terrain appartient à la femme, il ne peut pas toucher, mais il a un droit à la récolte. Il va voir une personne, il dit voilà, ce terrain-là, en général, il fait tant de récoltes, je te le vends. Sous location. Voilà, souvent, je te vends ce droit-là. Est-ce que ça marche? L'agma dit Mi amrina maïdekane akne. Première solution, simple, c'est quoi? Ce qui lui appartient, il peut le céder. Donc, il a un droit dans l'usufruit, il a le droit de céder cet usufruit. Odinma, ou peut-être, kitakinu les rabanan, perot, les baal, mishum revar beta, aval izabunelo. Ou peut-être que non, c'est que la takanat rachamim, que le mari touche les fruits, c'est aussi parce qu'on se disait que bon, même si le mari touche, même si le bien appartient à la fille, quand on donne l'usufruit au mari, au final, la femme, elle n'est pas complètement perdante parce qu'elle habite avec ce mari et c'est cet argent-là que le mari touche qui va lui permettre à un moment donné de bien vivre. Même si l'argent, il l'utilise lui pour autre chose, au final, ça lui donnera de l'argent disponible pour s'occuper de sa femme. Donc, quoi qu'il arrive, il y en a qui veulent. La question qui est ici, c'est est-ce que, lorsque les Haramim ont institué que l'homme bénéficie de l'usufruit des biens de sa femme, est-ce que c'est à la condition que la femme en tire indirectement un profit ou là même dans ce cas-là, non. Alors là, ici, il y a une marloquette. Yuda bar Merimar, Mishmede Rava Amar, Machasa Asouy. Fermez Ravi au nom de Rava, qui dit que ce qu'il a fait est fait. C'est-à-dire qu'un homme pourrait vendre, même si ça a l'air d'être Bédiavad après coup, mais en tout cas, ça marcherait devant l'usufruit. Alors, Papa Amar, Mishmede Rava. Maintenant, c'est Rafa qui dit au nom de Rava. Donc, on a une marloquette sur ce que Rava a dit. Loa Savelo Clou. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, on a une marloquette au nom de Rava. Est-ce que ça marche qu'un mari peut vendre son droit à l'usufruit des biens de sa femme? Et Rav Papa, qui vient dire que ça ne marche pas, il vient dire, tu sais, la vie là qu'on a citée précédemment qui n'est pas d'accord, qui pense que l'homme peut vendre, ça n'a pas été dit clairement par le Rav. C'est une déduction qui a été faite de ces paroles. Et c'est une déduction qui a été
mal faite. Pourquoi? Ha de Yehuda bar Marimar. Celui qui a dit que Yehuda bar Merimar a dit que l'homme pouvait vendre, eh bien, là, Beferujitmar, ça n'a pas été dit clairement. Et là, Miklala Itmar, on l'a déduit. Comment? C'est une histoire sympathique, avec une bonne pédagogie du mari. Un mari, il épouse une femme. La femme arrive avec une dot de 2 servantes. Et la servante, il ne peut pas la vendre, évidemment, parce que ça, c'est le capital. Mais le travail de cette servante est considéré comme étant l'usufruit. Donc, il a droit à l'usufruit de ces 2 servantes. Azal Gavra Nassib Iteta Hariti. Ce mari a eu la bonne idée d'épouser une seconde femme. Très bien. Ayela Khadaminayu, mais la deuxième femme n'avait pas de servante. Donc lui, il s'est dit, on va équilibrer. J'ai une femme avec 2 servantes, une femme avec aucune servante. Il a pris une servante de la première et il a refilé la deuxième. La Gemara ne dit pas les problèmes de Shalom Bayit qui ont suivi. Ayela Khadaminayu, Ataï le Kamed Rava, en tout cas, elle est partie voir Rava au Beddin. Betsafra, et elle a crié, elle a protesté. Velo Ashgarba, et Rava n'a pas fait attention. Donc, comme il n'a pas fait attention, qu'est-ce que les gens ont pensé? Ma de Chaza Sava, Mishum de Sava, Macha Asa Asouy, Velohi. La Gemara pense, les gens qui étaient sur place ont pensé quoi? Et c'est entre autres, Yehuda bar Marimar, on pensait que si Rava a laissé le mari donner la servante, enfin, pas donner, mais en tout cas, laisser travailler la servante chez son autre femme, qui est étrangère par rapport à sa femme, eh bien ça veut dire que le mari peut faire ce qu'il veut de l'usufruit. C'est comme s'il avait vendu ou cédé l'usufruit des biens de sa première femme à un étranger. C'est qui l'étranger? C'est la seconde femme. La Gemara dit, mais non, Velohi, Rafa nous dit, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il dit, parce que dans le fond, on a dit que moi je pense qu'un homme ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce qu'il faut que la femme, la maison en ait un profit. Et là Rafa nous dit que finalement, même lorsque la servante s'occupe de l'autre femme, il y a tout de même un profit, puisque si elle s'occupe de cette femme-là, elle s'occupe un peu de la maison. Si elle s'occupe de la maison directement, la première femme continue d'avoir un profit. Donc du coup, ce n'est pas une preuve qu'un homme peut céder à un étranger le droit à l'usufruit, de telle sorte à ce que la femme n'ait pas de profit. Que la halakha est comme Rav Papa, qu'un homme qui vend son droit à l'usufruit, eh bien, la vente est caduque. Maïta'ama, quelle est la raison? Abayama, Chayshinan, Shema Tarsif, Ravama, Mishum Revar Beta. Et ici, on a une marloquette sur la raison. Abaye, Rava, qu'on voit dans la suite, il est connu, c'est Mishum Revar Beta. On a dit pourquoi un homme ne peut pas vendre? C'est parce que les Chachamim ont voulu que le mari touche l'usufruit, mais à la condition que la femme en touche directement ou indirectement un avantage. Abaye propose une autre réponse. Chayshinan, Shema Tarsif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peur que celui qui va utiliser le champ, ne fera pas attention justement à cela. Attendez. Le fait que finalement les fruits ont été donnés à quelqu'un et que le terrain est travaillé par un autre, on a peur que celui qui travaille le champ ne fasse pas attention comme il faut et que le champ du coup soit abîmé. On fait très souvent des takanot pour éviter que les nirsémilogues de la femme qui ne sont pas gérés par elle, on a peur qu'ils soient justement abîmés. Agmani Maï Benayo, quelle est la nafkamina? À partir du moment où tu dis qu'un homme ne peut pas vendre les biens, enfin le droit à l'usufruit, parce que justement, 2 raisons, soit de peur que les biens s'abîment, soit parce qu'on veut que la femme ait un profit. Agmadi, quelle est l'incidence qu'il y a entre ces 2 ta'amim? Maï Benayo, Kebenayo, 3 raisons. Ar'a, Dimikarav, Lamata. Lorsque le terrain est proche de la ville. Lorsque le terrain est proche de la ville, on ne craint pas que la personne à qui on a cédé l'usufruit, on ne craint pas que la personne n'en prenne pas soin. Pourquoi? Parce que le type à qui on a cédé l'usufruit, il habite à côté du mari et de la femme, et s'il laisse le terrain s'abîmer, eh bien, il sait très bien qu'on lui fera un reproche, et donc du coup, il n'osera pas. Inami Baal Harissou, ou sinon dans le cas où le Baal est Haris, c'est-à-dire que le mari a vendu le droit à l'usufruit, donc il a vendu le droit à la récolte, mais il s'est fait lui-même Haris. Imaginez que le mari, le terrain appartient à la femme. Le mari a droit à l'usufruit. Qu'est-ce qu'il fait?
il vend ce droit d'usufruit à un étranger, et il dit à l'étranger, mais moi maintenant je suis ton haris. Je travaille sur le champ, et ces perroques que tu vas toucher, j'en prends une partie. Dans ces cas-là, pareil, on ne craint pas que le mari lui-même ne fasse pas attention au terrain qui, dans le fond, appartient à sa femme. C'est un cas très particulier. Inami, Zouzé, Vekaravid, Be'o, Eska, dans le cas où il a vendu et que l'argent qu'il récupère, il fait du commerce avec, il joue en bourse et il gagne de l'argent avec. Dans ces cas-là, aussi, on pense qu'il y a un Revar Beta, il y a un avantage. C'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, ce sera différent entre Rava et Abaye. Nouvelle Mishnah. Shomaret Yabam, Shinaflula Nechassim, Wadim Bet Shamay Bet Hillel, Shomacharem Naten Kayam. Maintenant, Shomaret Yabam, vous savez très bien qu'une femme qui perd son mari sans enfant doit épouser le frère. Maintenant, en attendant que le Yiboum se fasse, elle est Shomeret Yabam. Shomaret Yabam. Et vous allez voir que le statut de ses biens à elle va justement dépendre de est-ce qu'elle est encore Shomaret Yabam en attente ou est-ce qu'elle est complètement mariée. Pour l'instant, quand elle est Shomaret Yabam, elle attend de faire le Yiboum, qu'elle reçoit des Nechassim. Tout le monde est d'accord que ces Nechassim là, ces biens là qui arrivent, qui ne sont pas les biens de son mari. Imaginez que voilà, elle a perdu son mari, et pendant le temps qu'elle fasse Yiboum, elle perd son père ou elle perd quelqu'un dont elle touche un héritage. Cet héritage-là, il est évident que le Yabam, le beau-frère, n'a aucun droit dessus. Meta, Maya Subiktuvata. Maintenant, dans le cas où elle décède, que fait-on de ces biens? Alors, Biktuvata, la Ktuva, c'est l'argent qu'on aurait dû lui donner. Et c'est aussi les Nirsetson Barzel, c'est les biens qu'elle avait apportés dans le mariage et dont le premier mari avait l'usufruit. Et les Nirsetson Barzel, maintenant, les biens qui rentrent avec elle, qui sortent avec elle, c'est les Nirse Milog. Là-dessus, on a une marque Bet Shamayomrim, Yachleku Yorsha Baal, Im Yorsha Ab. On fera mieux cette Mishnah demain. On va l'étudier aujourd'hui, mais demain, on sera obligé de la refaire pour étudier. En tout cas, ici, nous dit Bet Shamay, l'Aktuba, les biens, tous les biens que la femme rentre, que ce soit Tson Barzel ou Nirse Milog, quoi qu'il arrive, selon Bet Shamay, on partage entre l'héritier du mari, c'est qui l'héritier du mari? C'est le frère, c'est le beau-frère. Et c'est qui les héritiers du père? C'est les héritiers de sa famille, son père, ses frères, ainsi de suite. Donc du coup, selon Bet Shammai, on fait moitié-moitié de tout l'argent que la femme avait. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, Omrim, Bet Hillel, non. Nechassim, les biens, ce qu'on appelle Tson Barzel, Becheskatan, on les laisse là où ils étaient. Et là-dessus, c'est pas évident de comprendre dans les Rishonim exactement ce que ça veut dire qu'ils sont Becheskatan. L'Aktuba, donc l'argent de l'Aktuba et la Tosefet, Bechesket Yorsha Baal. Ils vont chez le frère, donc le beau-frère. Par contre, les Nirse Milog qui rentrent et qui sortent avec elle et dont le premier mari profitait de l'usufruit, ceux-là, ils sont Becheskat Yorsha Av, c'est sa famille à elle qui les récupère. Encore une fois, on parle ici d'une Yebama qui est décédée entre le moment où elle a perdu son mari et le moment où elle a fait Yiboum. Maintenant, on va passer au cas où ils se sont mariés. Donc le beau-frère a épousé cette belle-sœur-là pour faire la misa de Yiboum. Lorsque le mari épouse la sœur, le frère épouse la sœur, je veux dire Mechila, eh bien il hérite aussi des biens du défunt. Maintenant, il hérite les biens du défunt, mais il a aussi hérité de l'Aktuba. Et donc, comme il a l'Aktuba du premier mari, et que cette femme-là, s'il la divorce ou s'il décède, c'est cette Aktuba-là qui sera valable, et que cette Aktuba-là, elle est antérieure à tout, eh bien, il n'a pas le droit de vendre les biens dont il hérite. Donc lorsqu'il se marie, il hérite de son frère, mais il n'a pas le droit de vendre ses biens, parce que ces biens-là sont méchour badim, ils sont asservis à l'Aktuba. Tant qu'il n'a pas payé l'Aktuba, il ne peut pas les vendre. Comment il fait alors? Eh bien, il prend ces biens-là et il les vend et il remplace avec ça des biens immobiliers. Comme ça, les biens immobiliers, ils sont bloqués, mais au moins, il lui rapporte des rentes ou des récoltes. Ignare arrive, son frère lui a laissé de l'argent. Il ne peut pas toucher l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est bloqué pour la Ktuba, au cas où il n'a pas d'argent pour la payer. Alors il va rester avec de l'argent, il ne va rien faire avec. Il a Karbaïn Karka, le Ochel Perot. Il prend un terrain et il prend dessus les rentes. Perot Atloshimina Karka, s'il lui a laissé son frère une récolte, c'est-à-dire un grenier avec des fruits qui sont déjà cueillis, il a Karbaïn Karka, pareil, c'est comme de l'argent liquide, il prendra un terrain. Et au moins il aura un bénéfice pendant toutes ces années-là, plutôt que de laisser l'argent bloqué pour une éventuelle Ktuba qu'on espère qu'il ne donnera pas, parce qu'on espère qu'il sera ni mort ni qu'il va la divorcer.
Maintenant, Mechoubarin Bakarka, lorsque la femme lui a laissé des fruits qui sont attachés aux arbres. Il y a une récolte d'un champ, d'un verger, mais les fruits sont encore sur les arbres. Amar Abimir Sheminotan, Kamahin Yafim Beperot, Kamafim Beloperot, Bamontaï la Karben Karka, Ochel Perot. Abimir dit comme ce qu'on a dit dans la Mishnah d'hier, c'est-à-dire qu'on prend la valeur de ces fruits, on fait la différence entre la valeur du champ avec et sans, on prend la valeur des fruits, et là aussi, il le remplacera par un bien immobilier qui lui rapportera des rentes. Ça lui permettra à la fois de bloquer le capital pour payer cette dette de l'actuva éventuelle, et en même temps, ça lui permettra de profiter un peu de cet argent. Chachamim nous disent autre chose. Perot, bakarka. Non, les fruits qui sont attachés encore, qui sont dans les arbres, cette valeur-là lui appartient à 100%. Atlushim karka, et maintenant, les fruits qui sont déjà cueillis, nous on avait dit que c'est comme l'argent liquide, il faut qu'il les remplace par quelque chose. Il dit non, ça dépend. Tlushim karka, kol hakodem zachabain. Tout celui qui les prend en premier, il les garde. Kadamhu zacha kadmahi. Si c'est lui qui les a pris, c'est à lui à 100%. Par contre, si c'est elle, à ce moment-là, c'est son argent à elle. Il a karka ve'ochel perot. À ce moment-là, c'est comme à elle, ça devient comme nirse milog. Et donc, c'est un argent qu'il doit investir dans de l'immobilier pour pouvoir toucher les perrottes. Et elle garde le keren. Donc, Rami a une autre version pour les fruits qui sont attachés ou pas attachés. Ça va dépendre. Si des fruits dans les arbres, c'est à lui. Sinon, ça va dépendre de celui qui est zoché en premier. Maintenant, Knasa, dans le cas où il l'épouse. C'est sa femme à 100%. Une fois que le Yibam fait la mitzvah, c'est sa femme à 100%, bilvad, à la condition, encore une fois, la seule différence, c'est que ces biens qu'il a hérités sont asservis à la ktuva du premier mari. Lo yomar arek ktuvater munachat ala shulchan, et la kol nechasav achara'in liktuvata. Il n'a pas le droit de désigner une partie de l'héritage pour la ktuva en disant voilà, tu vois, ce terrain-là, je le bloque pour ta ktuva. Maintenant, tout le reste de l'héritage, j'ai qu'à le dépenser. Pourquoi est-ce que je t'ai bloqué une partie de l'héritage, monsieur? Pas du tout. Tous les biens du défunt sont bloqués, donc c'est la raison pour laquelle tous ces biens-là, il est obligé de tenter de récupérer un usufruit pendant ces années-là, mais non pas de les vendre. La Mishnah nous dit, pareil pour un mari de manière générale, c'est ça le mécor, c'est ça l'origine de la halakha, c'est qu'un mari qui a des millions de biens, il ne peut pas dire à sa femme, voilà, ta ktuva elle est de temps, je te bloque 1, 2, 3 terrains pour ta ktuva, pas du tout. Tous les terrains, tous les biens sont bloqués. On a une petite là dans la Gemara, il va y aller où Shomeret Yabam Shemeta Mikovra, qui doit enterrer la Shomeret Yabam, celle qui est en attente de Fayiboum, qui doit l'enterrer. Yorsha Baal Kavrela, des Kayarte Ktuva, est-ce que c'est les héritiers du mari, est-ce que c'est le frère, est-ce que c'est lui qui touche la ktuva? Odilma Yorsha Av Kavrela, parce que c'est eux qui touchent les sémilogues, c'est la famille du mari. En général, on voyait que le fait de toucher l'héritage d'une femme, un homme touchait l'héritage, entre autres, parce que justement, il devait l'enterrer. On a vu qu'il y avait un lien entre la misa qu'un mari avait d'enterrer sa femme et le fait de toucher l'héritage. Lorsque l'héritage de la femme se sépare en deux familles, à la fois le yabam et à la fois le haut-père, chacun va dire pas du tout, c'est pas à moi, c'est à toi parce que tu as touché une partie. Et l'agma tranche, Amar Avamram, Tashma vient apprendre du Braïta, Detania, Shemait Yabam, Shemeta, Yorshea, Yorshek Tuvata, Chayavim, Big Tuva. Je vous dis ici, la Braïta, que la Shemait Yabam, celle qui en attend de Fayiboum, eh bien, c'est ceux qui touchent la Ktuva, qui doivent l'enterrer. Donc ici, c'est qui? C'est le Yabam, c'est le beau-frère qui doit enterrer cette femme-là, même s'il n'a jamais pu Fayiboum avec elle, parce qu'il a touché la Ktuva. C'est la Ktuva qui lui donne l'obligation de l'enterrer.